ils viennent pas là pour faire de l'argent. Oui. Sinon, ils restent aux États-Unis. Ouais. C'est ce qu'on se disait en fait. Oui, on en Voilà. parlait. Ils viennent parce qu'il y a ce côté prestigieux, qu'on a une manière de faire du cinéma qui est moins axée sur le business, même si aujourd'hui ça change beaucoup, mais on a quand même toujours cette tradition du cinéma indépendant qui est fort. Qui gagne des prix, qui va des fois jusqu'aux Oscars. Bien sûr. Donc pour eux, c'est important. Agent double. Je suis Pascal Wakim. Je suis Rand Kalek. Vous écoutez Agent Double, le podcast qui dévoile les secrets des relations agent-talent. Un jeudi sur deux, nous recevons un ou une invitée qui vient nous parler de ce métier si particulier, celui d'agent. Le podcast Agent Double, c'est mettre pour une fois dans la lumière celles et ceux qui œuvrent dans l'ombre pour le succès des autres. Pour ne rater aucune de nos missions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Agent Double ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour des contenus exclusifs, suivez notre page Instagram Agent Double Podcast. Si un manager n'est pas un agent, il n'en est pas moins au contact des talents. C'est ce qu'est venu nous expliquer Florent Lamy au micro d'Agent Double. Avec son agence Elevaton, cet ancien attaché de presse crée des passerelles entre les États-Unis et le vieux continent. Dans son roster hollywoodien, on retrouve de véritables stars comme le charismatique Jeff Goldblum ou la sulfureuse Megan Fox. Des personnalités dont il souhaite développer les carrières en Europe, non sans quelques difficultés. Bienvenue dans Agent Double, Florent Lamy. Florent Lamy, bonjour. Bonjour. Alors, on verra dans cette interview, tu as une carrière vraiment intéressante, riche. Tu as fait beaucoup de choses. Atypique. Mais de tout ce qu'on a vu, Pascal et moi, en travaillant cette émission, il y a une chose, moi, qui m'a un peu intrigué. Tu peux nous raconter un peu le passage chez Hot Video Magazine ? Franchement, je pensais pas que tu allais la faire, mais celle-là. Écoute, on rentre dans le vif du Non, sujet. parce que c'est important, tu vois, c'est un magazine qu'on retrouve dans les kiosques un peu caché dans les étagères du haut. Surtout dans Ouais. l'étagère. Ouais. Alors, en fait, c'était un moment charnière où, c'est en 2009 exactement, où j'avais pas de boulot. Et puis, à un moment donné, dans les gens que je rencontre, j'ai rencontré le directeur du magazine Hot Video, et qui cherchait un attaché de presse pour les refaire à Paris. Donc, il cherchait un attaché de presse, mais qui soit pas du tout dans le milieu du porno. Okay. Et du coup, il fallait faire venir les journalistes. On faisait les dossiers de presse, toute l'organisation qu'il faut pour cet événement-là. C'était Franck Vardon qui était le créateur et le rédacteur en chef de Hot Video. Et du coup, il en a fait un événement international. Parce qu'à l'époque, faire Hot Video, c'était pour une actrice dans ce milieu-là, c'était comme faire Vogue pour une actrice dans le cinéma. Ouais. Et c'était... En fait, moi, je me suis retrouvé un peu dans cette machine et dans le magazine. Et d'ailleurs, tous les journalistes qui faisaient des articles, ils venaient d'horizons complètement différents. Et j'ai un pote, il était critique de cinéma avant. Ouais. Il y en a un autre, il était journaliste sportif. D'accord. Donc... il y en a un, il avait une agrègue de philo, quoi. Ok. Donc, ils n'étaient pas du tout fans c'est très large le porno, hein, pas de... ça touche tout le monde. Non, mais on a beaucoup de clichés, j'étais le premier à en avoir. Ouais. Tu vois. Et ça t'a appris des choses justement sur cette industrie un peu ? J'ai vu l'envers du décor et où il y a le côté très pro. Parce qu'on a été aux États-Unis aussi. Et puis il y a, par exemple, aux États-Unis, les actrices ou les acteurs ont des agents. Oui, en France, c'est interdit. Ouais. On n'a pas le droit. Il y a des studios qui produisent des films alors, qui peuvent être de plusieurs millions de dollars et tout. Et puis après, c'est un business faramineux. Et puis, il y a l'autre envers du décor qui est moins beau, qui est le côté amateur. Et puis c'est plus en Europe, dans l'Europe de l'Est, etc. Où là, je passerai les détails, mais bon, c'est pas le plus sympa à voir, quoi. Ouais.
Du coup, après, j'ai fait les Hot d'Or et en même temps, je commençais à travailler un peu en amont pour monter mon agence de management, etc. D'accord. J'avais aussi ma famille, donc je leur disais pas trop et j'avais ma mère surtout qui me dit « Ah non, mais je lui avais émis l'idée comme ça. Je lui ai dit oh, non, mais si tu fais ça, c'est pas possible, etc. » Donc, j'ai dit que je m'occupais d'une comédie musicale en même temps. Pour enfants. Je sais plus ce que c'était. Je me rappelle plus. C'était une très grosse les 7 mains ou un truc comme ça. Donc en même temps, il fallait que je bosse. Tu vois, il fallait pas ces vannes. Non, mais il fallait que je bosse sur la communication pour connaître de quoi je parle pour la comédie musicale quand j'allais déjeuner en famille. Ah oui, donc en fait, oui, parce que je posais des questions. Mais t'avais une double vie en fait. Ah ouais, c'était un petit peu ça. C'est dingue. Et elle a fini par l'apprendre, ta maman que... Alors c'est ma grand-mère qui l'a appris. Ah non, c'est pas possible. Attends, comment ta grand-mère a réussi à t'attraper? Parce qu'elle m'a vu à la télévision sur Paris Première. D'accord. Et en fait, Paris Première nous suivait. Et moi, je leur avais dit, les gars, moi, je veux pas être dedans. Et non, mais t'inquiète pas, etc. Et puis bon, t'apparais sur un plan. Sur le tapis rouge, en fait, moi, j'amenais tous les journalistes. J'étais en train de gérer les acteurs aussi qui arrivaient. Donc, elle m'a vu, elle a appelé ma mère. Disant, tiens, c'est bizarre, c'est pas une comédie musicale. Raconte-nous ce déjeuner de famille où tu as dû avouer. Non, je l'ai pas avoué. Parce que de toute façon, je me suis fait prendre. Donc, à un moment, j'ai dit, bon, écoute, j'ai fait ça pendant 6 mois. J'ai gagné de l'argent. Au moins, comme ça, je t'en ai pas demandé. Et puis ça me permet, maintenant je vais arrêter et puis je vais passer à autre chose, quoi. Après c'était bon, mais refais pas ça, quoi. Ne rentre pas là-dedans. Bon, c'est facile d'en sortir. Non, mais après j'ai arrêté, quoi. Ouais, j'ai arrêté. Ouais, j'ai fait ma mission, j'ai fait un petit peu, mais après par contre j'avais tous les studios et j'avais, je me rappelle Marc Dorcel aussi qui m'avait appelé pour que je devienne leur directeur de la communication. Ah, pas mal. T'étais pas tenté? Ça m'a fait réfléchir parce que il me payait mais énormément d'argent. Tu vois, c'était entre 8 et 10 000 euros par mois, quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait dire non? Je me suis dit à un moment, il faut que je choisisse avec avec ce que je suis. Ouais. C'est pas et puis c'est vrai que c'était le cinéma et tout qui m'intéressait. Donc c'était une transition parce que je me suis dit OK, je vais faire de l'argent et puis après je vais pouvoir être un peu plus tranquille pour monter ma boîte et faire ce que je veux. Alors juste pour nos auditeurs, donc aujourd'hui, on va en parler. Donc, tu es manager, tu es agent, tu es complètement dans le cinéma. C'est hyper intéressant parce que on va parler vraiment de ce que tu fais. Juste avant ça, parce que Rand, il t'a lâché en haut de la piste rouge sans ski. Moi, je commence un peu plus soft. Avant le cinéma, toi, tu voulais être tennisman. Et tu voulais être sportif de haut niveau. Ouais, j'étais en sport-études. Ouais. Au Chambon-sur-Lignon, c'est en Auvergne, et du coup, je voulais faire carrière dans le tennis. Donc, j'étais en Ligue d'Auvergne, et du coup, on avait les cours le matin et le tennis l'après-midi, les tournois le week-end, et des fois pendant les vacances, on rentrait pas forcément. Et j'ai fait ça durant ma scolarité, donc entre le collège et le lycée pendant 4-5 ans. D'accord. Une fois que le bac est passé, que j'ai pas eu, moi je me suis dit bon, ok, qu'est-ce que je vais faire, parce que je voulais rentrer dans le tennis professionnel, mais c'était quelque chose de très très compliqué. Par rapport au niveau? Ouais, il y a un moment, on fait des tournois satellites, des choses comme ça pour gagner des points ATP. Mais enfin, avant d'arriver là, il y a une autre, il y a une marge. Et je me suis donné un objectif, quoi. Je me suis dit bon, si dans les 2 ans à venir, j'ai toujours pas évolué ou que je suis pas, je sais pas, on va dire dans les 200 meilleurs du monde ou dans les 150 premiers. On fait autre chose parce qu'on gagne pas sa vie.
c'est les 100 premiers du monde qui gagnent leur vie. Ouais. Les 50 premiers sont très riches. Et puis après, il y a les autres où c'est très, très compliqué. C'est transposable aux autres sports aussi. Absolument, on a reçu bien sûr. un agent, Franck Miller, un conseiller sportif qui en a parlé et qui disait on ne parle que des 100 qu'on connaît, mais alors tous les autres, c'est très difficile. Ils peuvent même pas se payer des pompes. Ah non, qui galèrent pour avoir des sponsors et surtout être payés parce qu'on peut on nous donnait des vêtements, des raquettes, des choses comme ça, mais à un moment, il faut aussi faut pouvoir quand on veut aller à un très haut niveau, il faut pouvoir payer son entraîneur, il faut payer son kiné, tout etc. Enfin, tout ce qui tourne autour du haut niveau. Quoi. J'ai arrêté. Au bout de 2 ans, j'ai fait OK, bon, voilà. Ça coûte cher, comme on dépense de l'argent. Donc, je sais que je n'étais pas au niveau. J'aurais énormément aimé et j'adore toujours y jouer, j'adore le sport en général. Sauf que là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui m'anime autre que le sport? Et c'est vrai que j'ai toujours été animé par le cinéma et puis le cinéma américain en général. Et quelle a été ta porte d'entrée? Comment t'es rentré dans le cinéma? Je crois que j'ai eu un peu la bonne étoile parce qu'à chaque fois, je suis tombé sur quand je suis revenu à Paris, j'ai fait un BTS audiovisuel que j'ai pas terminé. Et c'était comment on appelle ça, on faisait 2 jours à l'école et en alternance. Voilà, en alternance. Donc je me suis retrouvé avec dans des stages et j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombé à chaque fois sur des producteurs. J'allais travailler chez des producteurs, donc j'apprenais les bases un peu. C'était pas très très marrant au début parce qu'on fait un peu on fait le coursier, les machins, etc. Mais on voit un peu comment ça se passe à l'intérieur. Et puis très vite, en fait, j'ai commencé à... j'allais aussi dans des festivals de cinéma et beaucoup le festival de Deauville. Parce que j'avais mon père à l'époque qui était dans le jury littéraire. Il y avait un jury littéraire, donc en fait, je profitais de ça pour y aller. Et j'ai rencontré, c'est début 2000, je crois, un attaché de presse qui s'appelle François Fray. D'accord. Et qui m'a dit, bon, qu'est-ce que tu fais, etc. Et puis, je dis, parce qu'à l'époque, je voulais être un peu comédien aussi et tout. Bon, ça m'est vite passé. Hein. Et donc, je lui dis, je suis un peu comédien, machin et tout. Bon, tu bosses? Oui, je bosse, quoi. Ouais. Puis il me dit, bon, allez, mais viens. Culot, quoi. Viens travailler pour moi. Je fais des comédies musicales. Non, ça, c'était bien après la comédie. Et il m'a dit de venir travailler dans son bureau de presse qui s'appelait Kinema Film. Et en fait, il s'occupait de tous les films de Metropolitan Film Export. Donc en fait, c'était que des films américains. D'accord. Et moi, j'ai commencé avec Le Seigneur des Anneaux parce que c'était Metropolitan qui distribuait ça. Absolument. Donc le premier film sur lequel j'ai travaillé comme attaché de presse, pas principal, mais gigantesque. C'était Le Seigneur des Anneaux. Et ça, c'était très, très, très cool. Quoi. Ouais, mais c'est pas overwhelming, enfin, comme on dit en français, c'est pas trop d'arriver tout de suite. Moi, je te dis c'est ça. Non, parce qu'il m'a formé un peu et puis il avait deux autres attachés de presse qui travaillaient, qui m'ont formé. Et puis au début c'est un boulot très chronophage en fait parce que à l'époque il n'y avait pas encore tous les trucs avec internet machin et tout, donc tu faisais des lettres que tu envoyais à tous les journalistes avec les dossiers de presse, etc. On organisait les séances de presse pour voir le film. Mais finalement c'est plus facile quand tu as un blockbuster pareil parce que l'intérêt il est là de base, non?
Oui, bah pour ça, oui, c'est vrai que on le voyait, les gros films, c'était pas compliqué. Il fallait même, on refusait même à un moment des interviews parce qu'il y en avait trop. Ce qui était le plus difficile, c'est des films un peu plus petits ou même américains, indépendants, où il fallait quand même un peu se battre pour avoir les bons médias qui nous suivent. Tu vois. Et quand tu es attaché de presse pour ce genre de film, tu rencontres les équipes du film ou pas du tout? Ça t'arrive de croiser des acteurs, peut-être mais ça, c'était le bon côté C'était le networking du boulot, parce que les Américains, ils venaient genre 2 jours, 3 jours donc à Paris, ou quand c'était pour le festival de Cannes ou de Venise. Donc ça, c'était vraiment bien. Moi, je voyais un peu toutes les équipes qui arrivaient, donc les publicistes américains avec qui on collabore, parce qu'ils veulent quand même contrôler tout ce qui se passe. Évidemment. Et puis, il faut collaborer de toute façon avec eux. Ils ne connaissent pas les médias européens. Il y a la gestion aussi des talents américains. Donc c'était vraiment très intéressant de tout ce système-là, quoi. Et tu étais en immersion finalement dans une façon très américaine de travailler. Oui, complètement, parce que Metropolitan, il faisait que des films américains. Donc tout le marketing, toute la communication était conditionnée par rapport aux sorties aux États-Unis, aux équipes américaines. Et donc nous, on avait un travail commun aussi sur le travail de communication et de marketing à faire en France ou en Europe, ça dépend du film. Et donc, tu dirais que ça a profondément influencé ta façon de travailler plus tard, quand tu as monté ton agence? C'est surtout le fait d'avoir fait beaucoup de conneries qui m'a conditionné. C'est vrai. Qu'est-ce que tu appelles des conneries? Pas des grosses bêtises ou quoi que ce soit. C'est juste, par exemple, moi j'étais vraiment fasciné par les acteurs. Enfin, quand tout d'un coup on a Charlize Theron, Penelope Cruz qui viennent pour un film pendant 3 jours, qu'on s'occupe d'eux. Enfin, moi je suis comme ça. Tu m'étonnes. Il n'y a plus de courrier qui part. Ou tu as Denzel Washington qui vient, De Niro. Enfin, je les ai vus tous passer. Donc, moi, j'étais comme un enfant et des fois, j'en oubliais mon devoir. Ouais. Donc, il y avait des courriers qui ne sont pas partis. Puis t'envoies des textos à des potes. Je suis avec machin, etc. Une fois, je me suis fait attraper par François Fray, et qui m'a donné une leçon. Il me dit, tu dois te comporter avec ces gens-là autant que tu te comportes quand tu vas chez ton poissonnier ou ton boucher, etc. C'est des gens. Donc, tu peux être fasciné par leur travail, mais quand tu es avec eux, tu fais ton boulot parce que c'est ce qu'ils te demandent. Et puis, si tu le fais pas, ça retombe sur tout le monde. Mais je me suis fait engueuler plein de fois. Enfin, tu vois, je me suis fait virer une fois, je suis revenu. Ah bon? Oui. Comment t'es revenu? Attends, je suis revenu parce qu'il m'a dit à un moment, reviens et maintenant t'arrêtes les conneries. Pourquoi tu t'es fait virer? C'est ça la question. Ouais, parce que je faisais des conneries un peu. Mais elle devait être plus grave qu'oublier un journaliste. Oui, mais quand tu le fais une fois, ça va. Mais quand tu le fais 2 fois, 3 fois, même pour d'autres choses, que tu oublies de poster du courrier, etc. C'est... Voilà. C'est fort quand même que tu sois revenu, moi je trouve. Il a dit, allez, viens, on passe l'éponge. Ouais, parce que après, je pense qu'il croyait beaucoup en moi. Ouais. Il se disait, c'est une tête de nœud, il casse sa tête, il veut pas comprendre, mais il y a un potentiel. Mais bon, il est passionné, il a envie. Faut juste qu'il soit cadré. Donc il m'a cadré, quoi. Et tu as beaucoup de personnes qui t'ont donné cette chance dans ta vie? Il y a vraiment lui chez Kinema Film, ça a été vraiment la transition, parce qu'après moi je suis parti et j'avais envie de faire j'avais envie d'entreprendre, quoi. Donc j'ai vite commencé j'ai monté une petite boîte d'attaché de presse, que je voulais pas faire du tout. Je disais mais non, moi je vais pas être attaché de presse toute ma vie, c'est pas un truc qui m'intéresse, etc. Donc j'ai commencé, au final, j'ai aimé ça, mais en voyant ce qui se passe
quand on s'occupe de films et qu'on voit les attachés de presse avec leurs clients. Et quand je parlais avec eux, en fait, ils me disaient qu'ils s'occupaient d'eux à l'année. Mais ça, c'était en 2005, 2006. Ça n'existait pas en France encore. Il y en a une qui a pris le pli ensuite, qui s'appelle Caroline Bovici, qui a été la première vraiment à être publiciste pour des talents mais français et tout, et s'occuper d'eux à l'année. Mais c'est vrai que c'est très américain. Donc ça existe depuis toujours. Donc moi, je me suis dit, j'avais envie de m'occuper des talents. Donc je me suis dit, je vais aller dans la continuité, quoi. Et donc en 2013, tu fondes Elevate Management. Donc c'est ta société de management et de production en France avec des antennes à Londres et Miami. Et donc le concept, en fait, c'est d'importer des talents US en Europe. Et donc c'est bien ça le concept. Oui, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai commencé un petit peu avant, même à 2009-2010, parce que j'avais un premier client, mais sans vraiment d'agence, qui est James Foley, donc le réalisateur qui a fait House of Cards, etc. Et lui, il me dit, moi, j'ai pas besoin de publiciste, je m'en fous un peu, parce que pour réalisateur, à part quand tu as un film qui sort. Donc, il m'a dit, par contre, j'aimerais bien travailler en Europe. J'ai un passeport européen. Donc, par contre, je voudrais bien un manager. Donc, j'ai commencé à me dire, manager, mais un agent. Il me dit, non, un manager. Un agent, j'en ai déjà un. Je suis chez WME. Mon agent, c'est Harry Emmanuel, etc. Donc j'ai fait OK, lui il gère le monde pour ça, mais par contre un manager qui va un peu me guider, m'aider dans mes démarches, me conseiller en Europe sur les producteurs que je devrais voir, etc. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien préciser les deux significations d'agent et de manager, parce qu'aux États-Unis c'est deux rôles différents. C'est deux rôles. En France, on a tendance un peu à les mélanger. Ouais. Mais aux États-Unis, c'est très clairement différent. Est-ce que tu peux vraiment expliquer les différences ? Aux États-Unis, le métier d'agent, c'est quelqu'un qui va te trouver des castings, les projets, mais sur une courte durée. C'est-à-dire, il va dire, dans un mois, tu vas tourner, tu as ce projet-là, c'est une série, et voilà. Et il va te chercher du travail. Le manager, lui, il englobe un peu toute la gestion globale de la carrière au quotidien de ton talent. C'est-à-dire que tu vas le conseiller sur les choix de scénario, tu vas l'aider à faire... par exemple, si c'est quelqu'un qui doit encore faire des castings, tu vas le conseiller sur les choix de photos à faire, comment faire sa bande démo, etc. Après, donc il a trait à l'artistique, le manager. Attrait à l'artistique, tout, en fait, mais non aussi à l'entrepreneurial et au côté image. D'accord. Parce qu'il y a un moment, on va discuter, OK, dans un an, tu vas sortir une série, on va te trouver un publiciste, il faut qu'on te trouve le bon publiciste. Peut-être que des fois, il te faut un autre agent. Mais après, on travaille vraiment en collaboration avec l'agent. Donc, c'est vraiment une équipe qui va essayer d'élever au plus haut le talent, mais dans tous les domaines. Donc, à un moment, on peut avoir un comédien qui va, à un moment, il fait beaucoup d'argent. On va le conseiller pour lui trouver un business manager. Pour gérer sa fortune et les investissements, etc. Si on a un comédien ou une comédienne qui veut développer une marque, je sais pas, une marque d'eau, d'alcool, n'importe quoi, ou une entreprise, une société de production, on va les aider là-dedans, à trouver des financiers, à trouver comment monter sa société, ce que va pas faire l'agent du tout. Et comment tu te rémunères, toi, dans ce business ? Nous, on prend un pourcentage, 10% sur tous les projets qui sont alors, soit qu'on ramène nous,
soit qu'ils ramènent ou à travers l'agent. Donc, en fait, on partage les commissions. Okay. Tout le temps, moi, si je trouve un projet pour un de mes clients, je sais pas, on va dire Megan Fox, je vais partager avec son agent et son manager. Les 10%. Les 10%. D'accord. Après, ça va dépendre évidemment du montant du salaire. Si c'est des montants de moins de 50 000 euros, par exemple, on n'a aucun intérêt. Puis eux, ça ne les intéresse pas de prendre $1 500. Quoi. Mais si on commence à parler de 400, 500 000, 1 million... là, oui, ils vont prendre de l'argent. Et puis surtout, si c'est une série, parce que s'ils viennent en Europe pendant 6 mois tourner ou 4 mois, ça veut dire que les agents ou les managers aux États-Unis, ils ne peuvent pas travailler sur le talent. Ah oui, ils peuvent Donc, pas en faire fait, il y a une rétribution. Ouais. C'est une compensation un peu, quoi. Ce qui est logique. Mais juste pour clarifier quelque chose, cette distinction, c'est très... donc, tu parles du marché américain quand tu fais cette distinction entre agent et manager. Ouais. Si tu le rapportes au marché français, est-ce que c'est la même personne? En France, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le manager n'existe pas. Le rôle de manager n'existe pas. Après, c'est dans la musique, mais dans le côté cinéma, il n'existe pas du tout. Je suis le seul vraiment à le faire. Et je suis le seul à m'être positionné comme avoir pris un modèle américain, de l'avoir pris ce modèle et de l'avoir européanisé en me disant moi je vais créer un pont pour les Américains, pour le marché européen et aider des talents français. Au début, c'était français pour les aider sur le côté le marché américain. D'accord. Donc, en fait, tu voulais jouer le rôle de passerelle. Enfin, tu veux jouer le rôle de passerelle avec Elevate Management. Oui, complètement. Et alors, nous, on a plein de questions par rapport à, justement, quand l'importation des talents américains en Europe, les défis. Alors déjà, il y a forcément la barrière de la langue. Je veux dire, comment est-ce qu'on... moi, quand j'ai fait ça en 2013, c'était compliqué. Donc d'abord, je me suis positionné sur des talents qui parlent français. Ouais. Okay. Et puis parce que je me suis dit, moi, je suis en France, donc je vais les aider à travailler en France. Ils ont un intérêt, ils ont un attrait pour la France quand ils viennent des États-Unis. Ouais, il y avait déjà un intérêt. Ouais. Tu sentais que ça commençait, ouais. Oui, parce qu'ils voyaient bien que de plus en plus de films américains qui sont distribués en Europe, des fois font plus d'argent en Europe qu'aux États-Unis. Le marché européen, il est énorme en fait. Il est quasiment équivalent au marché uniquement états-unien, américain. Ouais. Mais les deux, l'Europe et les États-Unis à côté, c'est quasiment équivalent. Même en termes de population, je crois qu'on est un peu plus nombreux ici. Ça, je pourrais. Mais c'est très proche, quoi. Ouais. C'est très très proche. Donc ils voyaient bien qu'il y avait certains films indépendants américains qui marchaient plus fortement en Europe et qui faisaient moins d'argent aux États-Unis. Il y a des comédiens aussi, des acteurs, des actrices qui ont une vraie valeur en Europe et un petit peu moins aux États-Unis. Ouais. Comment ils s'en rendent compte, eux ? C'est avec les chiffres, quoi. Ils voient quand il y a un film qui marche en Europe, tout d'un coup, ils voient bien qu'ils ont une valeur, que quand ça marche au box-office, ils ont cette valeur-là et que, j'ai une bonne image, mes films marchent. Ils ont beaucoup de presse, ils sentent qu'il y a quelque chose qui se met en place autour. Oui. Mais ça leur donne pas du crédit aux États-Unis ? D'arriver, de dire, vous voyez, en Europe, je marche ? Si. Après, quand ils ont vu qu'il y en avait certains qui marchaient bien en Europe, ils se sont dit, pourquoi pas moi ? Ouais, ok. Et puis, d'aller à Cannes, à Venise, à Berlin. C'est prestigieux. D'avoir un film indépendant, ils gagnent des prix. Il y a un côté prestige, en fait. Bien sûr. Avec il y a un côté très prestigieux. Ils viennent pas là pour faire de l'argent. Oui. Sinon, ils restent aux États-Unis. Ouais. C'est ce qu'on se disait, en fait. Oui, on en parlait. Ils viennent parce qu'il y a ce côté
prestigieux, qu'on a une manière de faire du cinéma qui est moins axée sur le business, même si aujourd'hui ça change beaucoup, mais on a quand même toujours cette tradition du cinéma indépendant qui est fort, qui gagne des prix, qui va des fois jusqu'aux Oscars. Bien sûr. Donc pour eux, c'est important. Et on se demandait avec Pascal justement comment un acteur ou une actrice américaine s'adapte à un plateau de cinéma français, par exemple, puisqu'on sait bien que c'est pas géré de la même manière. Aux États-Unis, c'est quand même hyper carré. En France, c'est peut-être il y a des règles. Aux États-Unis, tout est très hiérarchisé. Oui, voilà, ouais. Donc un comédien, aux États-Unis, il va pas pouvoir, à part peut-être les 2-3 stars, les autres, ils peuvent pas vraiment parler ou demander quelque chose au réalisateur. Ils vont passer par l'assistant, machin, etc. Alors qu'en France, c'est quand même beaucoup plus un libre. Peu plus famille. Voilà, c'est un côté très familial. Tu peux aller voir le réalisateur, lui proposer des choses, ce que tu vas pas vraiment faire aux États-Unis. Mais parce que comme c'est très hiérarchisé parce qu'il y a des règles, et les règles sont imposées par des syndicats. D'accord. Par la SAG pour ceux qui sont des acteurs, et puis il y a la DGA qui est pour les réalisateurs, il y a les syndicats pour les techniciens, pour les écrivains, et tous ces syndicats sont extrêmement puissants. D'ailleurs, on l'a vu, et quand ils ont dit on fait grève et vous virez tous vos agents, les écrivains, ils ne pouvaient pas toucher un stylo. Ouais. Sinon, ils dégageaient. Donc, ils ont une vraie importance. Et nous, on n'a pas ça. On n'a pas ce côté de syndicats extrêmement forts qui font la loi. Paradoxalement, d'ailleurs. On va parler peut-être un peu de ton roster, justement, pour situer notre audience. On va présenter un peu les acteurs et les actrices que tu as dans ton catalogue. Je t'en prie. Vas-y. Ok. On a donc une grande star, quand même, Jeff Goldblum. Qui est mondialement connu, évidemment les Jurassic Park, Independence Day et d'autres. On a Haley Joel Osment, qu'on a vu dans Sixième Sens, qui est le jeune enfant, et dans AI aussi de Spielberg. Et qui est plus un jeune enfant maintenant, qui a grandi, qu'on a vu dans la série. Si je me trompe pas. Non. Dans Forrest Gump. Non, attends, oui, si. Il joue dans Forrest Gump. J'ai oublié. Ouais, il fait je crois qu'il fait le fils là, de Tom Hanks, je crois. Ok. Il me semble. Je me rappelle pas. On a Holt McCallany qui est incroyable, notamment dans la série que je recommande, Mindhunter, qui revient pour une saison 3 d'ailleurs sur Netflix, il me semble. C'était un poisson d'avril, j'espère pas, mais... Normalement, non. Normalement, non. Ah d'accord, c'est une info. Je sais que David Fincher pense peut-être à un film. D'accord. Mais bon, rien de... Parce qu'il y avait des rumeurs, en tout cas. Oui, il y a toujours eu des rumeurs, mais aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de saison 3 qui va arriver là dans l'année ou dans les 2 ans à venir. Parce que David Fincher va faire un film avant, et peut-être ils se sont dit, on ferait un film Mindhunter. Pour clôturer un peu l'histoire. Je ne savais pas que c'était Fincher, parce que c'était aussi Fight Club, Fincher. Ouais. Et du coup, il a apparu aussi dans Fight Club. Ouais. Il a une carrière énorme de toute façon. Mais il a fait aussi des films français. Oui, il avait fait un film qui s'appelle. C'est Le Dindon, je crois. Le Dindon, ouais, exactement. Ouais. Où il joue du coup un banquier, je crois. Ouais, c'est un banquier et tout. Moi, je m'occupais pas de lui à ce moment-là. Il y avait un agent Parce français. qu'il parle bien français. Ouais, il parle très bien français. Ouais. Et moi, j'ai récupéré Holt quand son agent partait faire autre chose. D'accord. Et c'est son attaché de presse avec qui je suis très ami aux États-Unis qui m'a fait rencontrer Holt. Okay. Donc, on a commencé, ça fait, ça fait 5-6 ans qu'on travaille ensemble. On a également Abigail Spencer, qu'on a vu dans Suits, qui joue Scotty. Elsa Pataky, dans Fast and Furious, dans pas mal de films aussi. Emmanuel Shriki. Qui a fait un film français aussi. Qui a fait un film français avec Manu Payet. Il y a longtemps. Roxane Mesquida, que moi j'ai découvert en Kaboom.
qui passait à Cannes à l'époque, en séance de minuit. C'était une séance incroyable parce que le film est complètement fou. Ouais. D'ailleurs, il gagne la Palme Queer, je crois. Premier film qui gagne la ça, Palme Queer de l'époque. Ouais. C'est le tout premier à l'avoir gagné. C'est un peu l'égérie française de Greg Araki. Quoi. Exactement, ouais. Greg Araki, qui est donc le réalisateur de elle a joué dans le dernier, là. Je ne sais plus comment il s'appelle, le dernier Araki. On verra si ça va à Cannes ou pas. Et on sent qu'elle a quand même une carrière qui est plus tournée vers les États-Unis maintenant. Parce qu'elle a habité pendant très longtemps aux États-Unis. D'accord. Elle est revenue là en France, mais elle est toujours entre les États-Unis et la France. Elle a son passeport américain, elle est franco-américaine. D'accord, ok. On a également Jimon, je pense bien. Jimoon. Ouais, moi je dis Jimon. Jimon Hounsou. Qu'on a vu dans Blood Diamond, dans Gladiator également, qui est un super acteur. Et franchement, tu as un catalogue incroyable. Que j'ai construit sur 10 ans, quoi. Mais après, j'ai eu d'autres clients qui sont partis, avec qui des fois ça n'a pas marché. Voilà, donc... Pour quelle raison en fait, les raisons, elles peuvent être différentes. C'est que des fois, on a l'impression qu'on va réussir. On a toute l'énergie pour dire « je vais te trouver des choses ». Et puis finalement, ça devient compliqué parce qu'on se confronte à la réalité, c'est-à-dire d'aller voir des producteurs qui te disent finalement, non, il n'est pas assez vendeur. Pour le distributeur ou pour le sell agent. Donc, est-ce qu'il veut bien plutôt faire un casting pour voir si ça passe donc, des fois, c'est compliqué quand tu as des gens qui ont des grosses carrières comme ça aux États-Unis, de leur demander s'ils veulent faire un casting. Je peux difficilement dire oui. Après, ça dépend des personnalités. Il y en a d'autres qui veulent aller très vite. Ils veulent que des choses arrivent. Parce que les Américains, ils sont quand même comme ça. On rentre dans un business et il faut que ça aille vite. Ils veulent des choses qui arrivent. Si au bout de 6 mois, tu n'as rien, ils peuvent te dire, bon, en fait, ça ne marche pas, ça ne sert à rien, etc. Tu le prends comment, toi, quand ça arrive ? Au début, je le prenais très, très à cœur. Parce que tu as l'impression de ne pas avoir fait le boulot. Tu as l'impression finalement que tu es nul. Et puis, il y a une sorte, on dirait qu'il y a une sorte de trahison, tu vois. Dire, ah ouais, mais tu me fais pas confiance, etc. Et puis, c'est quand même, c'est beaucoup de pression parce que si en 6 mois, tu dois avoir du résultat... C'est des pressions énormes, ces contrats, pour toi. Oui, mais après, c'est des pressions, oui et non, parce que ça fait partie du job, quoi. Mais ce qui est le plus embêtant et le plus frustrant, c'est vraiment quand on n'arrive pas à trouver du boulot pour son talent ou certains de ses talents, et que tu en as d'autres qui reçoivent plein d'offres tout le temps. Et pourquoi on ne sait pas. Enfin, c'est pas qu'on le sait pas, c'est que parce qu'ils sont un peu plus hype, tout d'un coup, au niveau des ventes, ce nom-là marche mieux qu'un autre. Voilà, par exemple, je prends un exemple, mais Megan Fox, je peux presque financer un film à 3 millions, 3-4 millions sur son nom en Europe. Et aux États-Unis, on dit, mais c'est compliqué. Comment ça s'explique ? Parce qu'elle a eu, aux États-Unis aussi, elle s'est mise dans tellement elle s'est mise dans pas mal de problèmes, etc. Mais, et puis il y a un peu la hype de Transformers qui s'est un peu posée, quoi. Et puis elle n'a pas forcément fait ensuite des bons choix dans d'autres choses, mais en Europe, elle a un côté culte de la pop culture avec Transformers, donc, et puis avec ou Jennifer Bodies et ça, qui ont quand même bien marché. Donc elle a une grosse base aussi de fans,
Et puis c'est un nom qui résonne, tout le monde connaît. Et puis les histoires qui étaient aux États-Unis, on s'en fout de ce qui se passe aux États-Unis. En Europe, c'est pas ça. Elle a une bonne image, etc. Donc voilà, elle est forte au niveau des ventes pour faire un film, quoi. Et quand ils viennent travailler avec toi, tes talents, ils attendent de toi que tu arrives à les introduire en Europe, ou c'est plutôt toi qui fais ce genre de choix? C'est un choix, c'est une concertation ensemble Quand je veux prendre quand tu veux prendre un client, un nouveau talent, est-ce qu'il y a un peu la promesse que je vais peut-être avoir des projets en Europe, ou non, ils intègrent ton agence et puis si c'est possible, ils le font Alors déjà, moi, dans le processus, je vais chercher généralement des gens que j'aime, que j'admire. Pas forcément parlant français ou autre. Non, parce qu'au début, c'était ça. Et puis après, au fur et à mesure que j'ai quand même trouvé un peu du travail pour certains talents, etc., et j'ai beaucoup été aux États-Unis aussi, voir les agents, voir les managers, leur expliquer comment ça se passe en Europe, quel est notre système en France, comment ça marche au niveau des commissions, comment marche le business, parce qu'ils ne connaissent pas, même s'ils gèrent le monde entier, ils connaissent pas comment ça se passe localement à chaque fois. C'est normal. Donc moi, je leur apportais cette plus-value-là, et au bout d'un moment, ils se sont dit, ah bah tiens, est-ce que ça t'intéresse, mon autre client, parce qu'il aimerait bien faire des choses en Europe, il a un passeport européen, ou parce qu'il parle une autre langue, ou voilà, il y a plein de raisons, ou parce qu'il a envie un peu d'étendre sa marque en Europe. Donc je regarde et je vois si je peux faire des choses ou pas, quoi. Après, j'ai de la chance. C'est vrai que quand on m'a proposé Jeff Goldblum, j'ai pas dit je sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose. Tu m'étonnes. Qui pour le coup, lui, tu l'as placé sur des films en Europe? Lui, c'est particulier parce que Jeff Goldblum, lui, il veut faire des films avec des grands réalisateurs européens. Il va pas tout prendre. Il m'a dit, moi, j'ai pas besoin d'argent. Il a fait sa fortune, et puis il continue à la faire avec des films aux États-Unis. Mais il veut aller dans les grands festivals, il veut avoir un rôle... Il cherche une légitimité, peut-être la légitimité, il l'a, mais au niveau des prix européens, ouais, voilà, si tu veux, il a envie de se challenger dans des films européens avec des rôles très forts qui vont lui apporter une autre dimension dans sa carrière. C'est dans ce sens-là. Donc, par exemple, il m'a demandé un jour, on est toujours en train de voir, mais Bruno Dumont. Pareil, il faut quand même, pour un Américain qui connaît Bruno Dumont, c'est qu'il s'intéresse quand même vraiment au cinéma européen ou français, parce que j'en connais pas un qui m'a dit je voudrais travailler avec Bruno Dumont. Ils ont sûrement dit un Lelouch ou un c'est Godard, toujours les mêmes, c'est Jeunet, c'est Audiard, c'est Ozon, c'est un peu toujours les mêmes, quoi. Voilà, c'est un défi, du coup, tu penses que c'est quelque chose qui serait possible, que tu arriverais à faire pour lui? En tout cas, c'est ce que j'essaye. Mais le truc, c'est que Bruno Dumont doit avoir au micro d'Agent Double. Mais il doit avoir un projet qui soit en anglais, parce qu'il ne parle pas français. C'est pour ça aussi que je ne me suis pas à un moment limité à la France. Et que je me suis, quand ils m'ont proposé de gérer en tant que manager, ils m'ont dit, est-ce que tu peux faire l'Europe? J'ai dit, OK. Parce que l'Europe, c'est aussi Londres, finalement. Et donc, Londres, c'est... du coup, c'est pour ça qu'au fur et à mesure des années, je me suis un peu implanté localement. Enfin, en tout cas, on a un bureau à Londres parce qu'on a quand même beaucoup de talents qui sont anglais, qui parlent des fois que anglais. Donc, on va chercher les projets là-bas. Mais les Américains ne veulent pas trop non plus qu'on y touche. Ça dépend. Parce que des fois, ils ont un agent anglais déjà. D'accord. Ou parce qu'ils ont des liens déjà très forts avec l'Angleterre. Il y a un petit peu un mélange entre Hollywood et le marché anglophone, le marché anglophone de manière générale. Donc, ils sont dans ce truc où Londres, on connaît, enfin, le marché britannique, on connaît. Donc,
on gère, tu n'y touches pas, mais ça dépend. Aujourd'hui, c'est un peu plus... parce qu'ils me font confiance aujourd'hui, donc ils savent que je suis très réglo aussi. Tous les projets que je vais chercher, il y a un truc, c'est que je les tiens au courant. Ouais. Je fais pas le truc dans mon coin et puis après je leur dis au fait j'ai trouvé, j'ai dealé ce projet. Je fais jamais ça. Moi je me demandais, ça t'arrive de voir des talents qui apprennent une autre langue sur le tard, par exemple qui se mettent au français Non, en tout cas non, j'ai pas eu ça moi. Okay. Mais il y en a qui l'ont fait, qui ont appris en phonétique et puis après qui ont commencé à apprendre la langue quoi. Je pensais avec Pascal, on réfléchissait, Nathalie Portman par exemple, maintenant elle réside à Paris. Est-ce que le fait qu'elle réside à Paris, ça augmente ses opportunités de tourner dans un film français ou bien est-ce que tu penses que c'est pas forcément lié? Alors ça aide parce que évidemment comme ça tu vois plus directement les gens et c'est plus facile et puis les producteurs ils vont se dire elle est sur place, elle est là, elle est à Paris, ça va déjà me coûter moins cher. Ouais. Puis je peux la voir directement, en vrai. Donc oui, c'est plus simple. Après, est-ce que ça fait que tu vas beaucoup plus avoir de projets ? Je ne suis pas sûr, parce que finalement, ça fait quand même longtemps qu'elle est à Paris. Oui. Elle n'a pas fait 50 projets français. D'ailleurs, je ne sais pas si je crois qu'elle en a fait quoi ? Elle en a fait un. Dont la réalisatrice était sa pote. Donc je suis pas sûr. Après, c'est des gens qui sont dans un niveau aussi qui sont d'exigence et qui peuvent se permettre de prendre le temps parce qu'ils ont s'ils n'ont pas de travail ici, c'est pas grave, ils vont aux États-Unis, ils en ont tout le temps. D'ailleurs, elle tourne tout le temps aux États-Unis aussi. Hein. Ouais. Donc, je pense que après c'est un choix personnel. C'est que moi, je vais faire 1 ou 2 films français, mais par contre, je vais faire les bons. Ou je veux tourner avec tel réalisateur. Je pense pas que Nathalie Portman, tu la verras dans 50 films français, dans des comédies ou dans des choses comme ça. Quoi. C'est sûr. Du coup, est-ce que potentiellement, par exemple, ça serait une opportunité pour toi de travailler avec elle ou j'ai essayé, mais elle a un agent français déjà. Ah oui. Mais elle n'a pas de manager agent français. Ah ouais, non, mais je connais bien son agent américain, sauf que comme c'était vraiment pour la France et qu'elle a déjà un agent français, ça ne servait pas à grand-chose qu'elle ait un manager aussi en France qui va peut-être faire un peu doublon quand même. Ouais, c'est sûr. Voilà, puis après si ça change et qu'un jour elle veut un manager, moi je suis là. Justement, en parlant de ça, qui t'aimerais signer en dehors de potentiellement Nathalie Portman, mais qui t'aimerais signer Timothée Chalamet. Ok. Ah, pas mal. Tu prends pas des petits noms? Non. Ah non, Écoute, quand tu commences avec Le Seigneur des Anneaux, c'est clair, je pense que tes standards sont déjà... c'est clair, c'est sûr. J'ai essayé, parce qu'en plus, il vient de la même... Ouais, et puis il vient de la même région où moi, j'étais en tennis-études au Chambon-sur-Ligny. D'accord, ok. Donc, c'est une bonne approche, ça, déjà. Ouais, j'ai joué cette approche avec ces agents que je connais bien et tout. Et ils m'ont dit, d'ailleurs, bien joué quand même et tout, mais ça va pas le faire pour cette fois. Ah mince. Et parce que il est tellement haut aujourd'hui que les agents américains, ils veulent gérer, ils gèrent tout. Ils gèrent le monde entier. Quoi. Ouais. Non. Je pense que tu peux être la plus grande agence en Europe. Pour l'instant, tu n'auras pas Timothée Chalamet. Quoi. Après, il y a des gens que j'adore. Tu vois, il y avait Josh Brolin, que j'adorerais. Après, c'est des gros noms, mais c'est des gens qui me font rêver. Et puis c'est un autre style, hein? Non, Chalamet. Non, mais après, c'est vrai qu'il y a d'autres... ça va d'acteurs qui ont
un CV énorme avec des films cultes à ce qu'on appelle un peu des newcomers, des gens qui arrivent très fort sur le marché, tu vois, comme Austin Butler, j'adore aussi, tu vois. Donc, je m'arrête pas forcément la star. Un star. Je vais pas aller chercher DiCaprio ou Brad Pitt, quoi. Enfin, ça a pas de sens. Faut au moins qu'il y ait un peu un sens aussi sur le côté européen, et parce qu'ils en ont envie, et parce que tu as entendu parler qu'ils s'intéressaient au cinéma européen, parce que, ou alors parce qu'ils viennent y habiter. Je pense que Chalamet s'en cache pas en plus, je pense. Il est carrément ouvert à faire des films. Oui, complètement. Mais ça va être lui, il va être pareil qu'un DiCaprio, c'est-à-dire que il va faire des choix extrêmement précis de carrière, et que s'il tourne un film français, ça va être genre avec peut-être Audiard ou parce qu'il a vu un film, j'en sais rien, des Pléchins, tu vois, un truc vraiment très spécifique. Et il va en faire un ou deux, mais sa carrière, elle sera aux États-Unis. Il va tourner avec les plus grands, de toute façon. D'ailleurs, est-ce que pour toi, le rêve américain, il existe toujours ? Je crois que oui. Pour moi, il existe, parce que je trouve qu'à Hollywood, il y a cette... Il y a un truc génial, c'est que tu peux tomber tout en bas. Tu peux avoir une carrière énorme, tomber tout en bas et revenir. Mais c'est pas justement le cas de Jeff Goldblum qui... Non, lui, il a toujours... Tombé. Mais qui a eu un passage à vide après Jurassic Park, si je me trompe pas. Non, il a fait des films qui ont peut-être moins bien marché, mais bon, il a toujours été dans une constance quand même. Et, je pense plutôt à notre ami de la momie, comment il s'appelle Brendan Fraser. Brendan Fraser. Oui. Là, pour le coup, c'est vraiment une résurrection incroyable, quoi. Mais c'est ça que j'aime, c'est qu'en fait, à Hollywood, ils arrivent toujours à se retourner, toujours à se renouveler, même des fois si c'est trop, même si ils font toujours la même chose. À un moment, quand ça pète, quand ça marche plus, ils arrivent à trouver autre chose. Et je trouve que je suis assez... Mais tu sens pas aussi qu'il y a l'acceptation de la deuxième chance qui est plus simple dans cette culture américaine ? Oui. Il y a un peu une condamnation, j'ai l'impression, dans notre culture, peut-être pas, je dirais pas européenne, mais c'est le côté judéo-chrétien, il y a un côté... si on pardonne pas... Ouais, j'ai l'impression que c'est plus dur, non, on reste collé, enfermé dans une image... Aux États-Unis, il y a ça aussi, quand même, où on peut te mettre dans une boîte, et puis tu vas faire toujours la même chose. Mais il y a un esprit de c'est des gens, la plupart, moi quand je discute avec eux, c'est des gens qui ont faim, quoi. Ouais. Et ils vont se battre, et ils vont pas attendre que les choses se fassent. Et c'est pour ça aussi que c'est des entrepreneurs. Ouais. C'est qu'ils attendent pas, ils montent leur boîte de production, des fois leur studio, ils s'associent avec des gens. Ils attendent pas juste que l'agent leur dise, ou le manager, ils attendent pas derrière le téléphone en disant qu'est-ce qui se passe. Ils sont vraiment proactifs, et ils lâchent rien. Ouais. Vraiment, c'est ce côté-là, tu vois, qu'on n'a pas forcément ici. Exactement. Ce que des agents nous ont dit d'ailleurs, ils nous ont dit parfois, on a l'impression que le talent, il attend que l'agent fasse des miracles. En fait, oui. Bah, après, si le talent, il n'est pas en train de travailler, l'agent ne peut pas faire de miracle. Non, de toute façon, c'est lié. C'est lié, mais moi, c'est pareil avec l'agence. J'ai toujours voulu que ça devienne... moi, je veux que mon agence, ça soit la plus grande agence européenne de management, quoi. Et parce que j'ai aussi... En fait, je pense qu'il faut avoir une vision. Et c'est une vision claire, même si elle est assez large, pour te dire, OK, je veux aller là, comment je vais faire ?
par quels sont les moyens où je peux arriver à ce but-là. Alors, tu te donnes des objectifs petits au début, et puis après, il y a aussi le fait de forcer un peu la chance. Toi, tu vas chercher aussi les gens, tu pousses les portes. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours fait ça, et parce que je voulais faire mon agence de management. Quand on m'a dit ouais, tu veux t'occuper de stars américaines, mais pourquoi, etc., ça sert à rien, ça va pas marcher ou quoi. Au début, c'était galère. Puis aujourd'hui, à force de travail et tout, aux États-Unis, les agents, les managers, ils me connaissent, ils me font confiance, ils me proposent leurs clients, et on essaye et moi, ma vision, c'est de m'étendre, c'est-à-dire je veux proposer un service qui est complet, où je peux les gérer en Europe, que ça soit à travers la presse et l'endorsement. On a monté un département pour ça. Il faut pouvoir... parce que tu as les revenus des agents aussi. Donc à un moment, tu ne peux pas compter que sur une commission de 10%. Moi, je ne sais pas comment font des petites agences pour prendre... s'ils n'ont pas un roster de clients avec des gros noms, comment ils font pour vivre parce que tu te prends 200, 300, 500 euros de commission, tu as intérêt à les enchaîner. Ouais. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour des agents comme ça, parce que c'est des gens qui sont vraiment passionnés de leur métier, qui veulent trouver des jeunes acteurs, les développer, etc. Moi, je ne sais pas faire ça. Grosse pensée pour Maëlle Treuillet qu'on a reçue, qui est une jeune agent, tu vois, qui a pareil, elle bosse comme une folle. Mais tu n'as pas de week-end, quoi. Ah ouais, clairement. Mais bon, tu sens qu'elle a faim. Qui va trouver son chemin. C'est évident. Ouais. Mais c'est aucune inquiétude. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas simple, parce que moi j'ai eu ça comme ça. Je me suis dit j'ai des certaines stars américaines. C'est bon, je vais leur trouver du boulot tout de suite. Et des fois ça marchait pas tout de suite. Donc l'argent, quand ça rentre pas, tu te dis, ça remet en question un petit peu aussi tes convictions. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas lâché ? Parce que j'y ai toujours cru jusqu'au bout, tout le temps. Mais ça venait d'où ? Je sais pas. J'ai aucune idée. Non, mais j'ai toujours été très positif, très serein, assez calme. Je me stresse pas trop sur les choses. Et puis je me dis, je pense peut-être que c'est lié un peu au tennis, quand... tu vois, où tu te dis, tant que la balle n'a pas rebondi deux fois, t'as pas perdu, quoi. C'est très, très mental, le tennis. Donc, et puis tu t'es tout seul. Ouais. Donc, et puis c'est un métier où on est, même si on est beaucoup entouré, qu'on rencontre plein de gens, on est tout seul pour son business. Hein. Ouais. Et après le fait est que j'ai voulu quand même trouver des revenus annexes, et c'est pour ça qu'à un moment il faut trouver de l'argent. Quand on a de l'ambition, faut trouver de l'argent pour pouvoir créer et étendre un peu notre en tout cas nos activités. Donc c'est pour ça aujourd'hui j'ai trouvé un associé qui m'a rejoint, qui m'aide à financer la société. Et j'aurais jamais réussi sans... En tout cas, il faut être reconnaissante de se dire, j'aurais jamais réussi tout seul. Ça. J'ai toujours eu des gens qui m'ont accompagné à un moment donné, et qui m'ont aidé. On fait jamais rien tout seul. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Hein, complètement. Si on n'a pas les financements, c'est compliqué, quoi. Et toi, tu as encore des rêves aujourd'hui ? Oui, j'en ai plein, parce que, en tout cas, qui sont professionnellement, moi j'ai envie de me rapprocher vraiment des grosses agences américaines,
management. Alors, en France, on va peut-être pas les connaître, mais disons que si je devais faire un parallèle avec des agences aux États-Unis, oui, j'ai envie d'être un CA, d'être un WME, d'être un UTA et de pouvoir construire vraiment c'est pas un empire, mais de construire une grande agence et de laisser une trace et surtout de dépoussiérer ce côté de représentation en Europe où on n'a pas trop envie de changer les règles, on n'a pas trop envie que les lignes bougent. Et moi, je que ça. Je veux faire que ça. Ouais. Je veux faire bouger les lignes, je veux changer les règles. C'est quoi les obstacles auxquels tu es confronté ? J'allais te demander, est-ce qu'on te met des bâtons dans les roues ici ? Non. Au début, c'était pas simple parce que les agents comprenaient pas ce que je faisais. D'accord. Les producteurs, oui. Ils y trouvaient leur compte parce que il y a quelqu'un qui peut nous ramener des talents américains, qui connaît le marché américain, il sait comment ça marche, etc. Mais les agents en France, et j'en connais plein, et je suis ami avec plein de gens en France, c'était compliqué d'avoir leur talent français et de leur dire, écoutez, moi, je ne vais pas toucher à votre business en France. C'est des couteaux suisses, ils font tout. Mais par contre, sur l'international, sur l'Angleterre, sur les États-Unis, je connais, je sais comment ça marche. Je connais mon business, je le connais mieux que vous parce que j'y travaille tous les jours. Donc, j'ai le réseau pour ça et je peux aider vos talents français à traverser l'Atlantique. Voilà, enfin en tout cas à s'internationaliser et à trouver des projets et tout, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde global. Mais on a eu des Français qui ont réussi aux États-Unis. Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Une Camille Cotin aujourd'hui, elle a une vraie réputation. Oui, mais après à voir ce qu'elle va faire sur la longueur. Parce que tu peux faire des coups, c'est pas compliqué de faire des coups. Ouais. De faire un film, 2 films. Ouais, tu vas faire un Ridley Scott, mais faire une carrière. Et que sur le long terme... elle n'a pas une carrière aux États-Unis ? Si, mais Cotillard évidemment, mais parce que aussi avec l'Oscar, quand tu as un Oscar, ça t'ouvre toutes les portes. Ouais, mais Dujardin, il ne veut pas en avoir une, par exemple. Parce qu'il n'avait pas envie, il le dit d'ailleurs, ça ne l'intéressait pas. Après, une Cotillard, elle avait envie. Elle a toujours envie. Et l'effet Oscar, quand même, marche. Après, moi, je prends plutôt un exemple comme Tahar Rahim. Pareil, qui fait des films aux États-Unis. Il fait des films, il est dans les listes. Il est dans la liste des quand il y a des studios qui préparent des films, il est aujourd'hui dans les listes. C'est génial. Donc, c'est génial, mais parce qu'il a toujours eu envie. Et puis le mec est un bosseur de fou, quoi. Donc les Américains, ils adorent ça. Il n'est pas venu en terrain conquis. D'ailleurs, il le disait dans un interview. Il disait que il a recommencé un peu à zéro. Il n'est pas arrivé en terrain conquis. Il a essayé de comprendre la culture, comment ça marche. Il a fait des castings. Va demander des fois à certains Français ou d'autres qui sont très connus ici, d'aller faire un casting aux États-Unis, d'y aller, de faire le casting, etc., devant plein d'autres gens. Il n'y en a peut-être pas beaucoup qui vont dire non, je préfère être chez moi parce que j'ai tout ce que je veux, quoi. Ouais. Et il a appris l'anglais, voilà. Donc ça, c'est vraiment des gens qui ont envie et qui réussissent. Léa Seydoux, elle réussit aussi. Elles font des carrières sur le long terme, mais très intelligemment. Ouais, on a quand même des bons exemples. Ouais. C'est pas beaucoup. Il y en a pas nombreux, beaucoup. Mais il y en a une petite dizaine, je dirais. Mais on a une nouvelle génération de talents ici qui aujourd'hui parlent très bien anglais. Ouais.
et qui ont envie. Et moi, c'est ces gens-là que tu vois que j'ai envie, je voudrais aider. Et c'est pour ça que j'essaye de faire comprendre des fois aux agents la plus-value que je leur apporte. Je dis, moi, si je rapporte du business pour votre talent à l'international et qui devient plus coté, c'est tout bénef pour vous aussi. Parce que les tarifs, ça ne sera pas les mêmes. Pourquoi ils ont du mal à le comprendre, ça ? Parce que je pense qu'il y a un truc où les agents en France ont toujours fait tout. Ils ont toujours tout fait. C'est vraiment des couteaux suisses, quoi. Donc, c'est difficile. Ça perturbe un peu leur schéma, en fait. C'est difficile. C'est pour ça que de changer les règles, c'est difficile. Des fois, le schéma est fait que, non, tu as un agent, tu as un publiciste, maintenant, et tu as aussi un agent d'image. C'est nouveau. Mais avant, il y a 10 ans, l'agent faisait tout. Il faisait le publiciste, il faisait l'agent d'image, il faisait l'agent... voilà. Donc, je pense que... aux États-Unis, aux États-Unis ou en Angleterre, ils n'ont pas de problème avec ça. Ça a toujours existé. Et puis surtout, ils préfèrent partager leur commission, ils préfèrent partager 50% de leur commission avec un manager ou un autre agent que rien du tout, tu vois. Si la personne ramène du business, le manager il va ramener un contrat de 1 million que l'agent il a pas pu avoir ou il n'avait pas connaissance, il se prend quand même une commission. C'est pas mal. Donc le problème ici, c'est qu'on a du mal à parler d'argent. Mais justement, c'est une question qu'on allait te poser avec Pascal. Il y a une vraie différence à ce niveau-là entre les US et la France et l'Europe en général. Mais la France surtout, on ne parle pas d'argent, quoi. On ne sait pas parler d'argent ou c'est hyper tabou. Ça reste hyper tabou en France. Comment toi, tu arrives à gérer ça ? Parce que tu es souvent entre les États-Unis et ici. Comment tu arrives à trouver cet équilibre ? Moi, j'ai pas de problème à parler d'argent et tout. C'est juste que aux États-Unis, tout de suite, quand je veux un client, la première chose où on fait un contrat ou que je trouve un projet, on va me dire c'est combien. Est-ce que tu as une offre financière ? Alors qu'ici, si tu commences à parler d'argent avant même du projet artistiquement, ça passe moyen. En tout cas, je sais pas si ça a beaucoup changé, mais j'ai pas l'impression. Ouais. Et puis après, mais avec les producteurs aussi, ça peut être... c'est pas compliqué. Nous, on fait par exemple ce qu'on appelle du packaging, c'est-à-dire que des fois, on accompagne des producteurs, on représente des producteurs pour les aider à packager, à attacher des talents américains ou anglais pour leur projet. Donc moi, le premier truc que je leur demande, c'est combien vous pouvez mettre en salaire, parce qu'ils vont me demander de faire une offre. Les Américains sont très prêts, ils te demandent pour être sûr que les films sont valables, et qu'ils vont en tout cas exister, ils te demandent de faire des offres. C'est-à-dire tu as une lettre avec marqué le rôle que tu proposes, le nombre de jours, le salaire, est-ce que c'est $250 000, $500 000, la logistique, est-ce que tu es en business, en première, est-ce que tu as une maison, est-ce que tu viens avec ton équipe, etc. Enfin, on te propose, on te fait tout ce qu'on va te proposer. C'est pas un contrat, hein. C'est juste pour lire ensuite le script. Dire voilà ce qu'on te propose, maintenant si tu le lis, ok. Et il y a des négociations qui rentrent déjà en compte à ce niveau-là, genre ils peuvent dire moi je voudrais ça. Ça vient dans un deuxième temps. C'est juste l'offre te sert de base de négociation. Okay. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'en France, ça n'existe pas et donc du coup on doit... moi je parle d'argent, si j'ai des... soit pour mon salaire, ça dépend, tu vois. Je sais pas, je peux te dire, demain je vais faire 10 000 euros et puis il y a un autre, je vais faire 5 000. Enfin, en tout cas, moi
et puis mes talents aussi, je leur dis, voilà, tu veux Megan Fox, c'est 700 000 €, quoi. Puis voilà. Ouais, bah en même temps, c'est comme ça, quoi. C'est clair, c'est net. Mais tu préfères cette manière-là de travailler ? Ouais, beaucoup. Ouais. Ah ouais, carrément. Ouais, parce que... Et tes interlocuteurs français, ils arrivent à s'accommoder, à s'habituer à ça ou peut-être avec moi, oui, je pense. En tout cas, parce qu'ils savent... Ils savent que tu es français, peut-être, et ça oui, aide. Et puis je leur dis, de toute façon, il y a un moment, on va être confronté à ça. Donc, au lieu de tourner autour du pot, aller direct, voilà, vous voulez, ça Jeff tellement de Goldblum, choses. Ça facilite beaucoup de choses. Ça facilite beaucoup de choses, finalement. Oui, parce qu'après, on peut passer aux choses intéressantes. Ouais. On peut vraiment parler de l'artistique une fois que les bases sont posées, en fait. Bah, c'est ça. Voilà. Quand il y en a quelqu'un qui me demande Jeff Goldblum... évidemment, on fait en fonction du budget, mais quand c'est des studios qui peuvent me demander Jeff Goldblum, je leur dis, c'est 2 millions, quoi. Parce que c'est son tarif pour un studio. Après, peut-être vous pouvez faire un peu moins, et je peux voir. Mais il faut assurer peut-être déjà 2 millions. Et puis après, on parle de l'artistique, on parle de tout le reste. Et peut-être que Jeff Goldblum, ensuite, il me dira, écoute, moi, je veux vraiment faire ce projet. Je vais... voilà. Ce qu'on a fait avec Holt McCallany, qui a fait un film avec Pierre Ninet, là, qui sortira l'année prochaine, qui s'appelle Gourou. Lui, normalement, aux États-Unis, il prend... il peut être... il est au moins à 400, 500 000. Après, là, c'était pour 2-3 jours. Mais en termes de jours, il est au moins à 80 000, il peut être à 80 000 $. Quoi. Donc là, on a descendu, on a fait moitié moins pour 2 jours de tournage. Donc oui, c'est beaucoup d'argent quand tu as quelqu'un qui prend 40 000 € par jour. Mais après... Qu'est-ce que ça va apporter en termes de marketing, de publicité quand tu as le mec qui va sortir Mission Impossible, après il a une série sur Netflix qui sort en juin. Grosse actu. Voilà, donc si les gens sont prêts à faire, nous aussi on fait des efforts, tu vois. Mais c'est important de parler d'argent, tu peux pas être dans un truc... Ouais, mais bon, parlons de tout. Et puis à la fin, on va parler d'argent. Parce qu'il se passe toujours une merde à la fin. Donc, autant parler des choses chiantes au début, en disant, écoute, voilà combien ça coûte, voilà autant combien tu peux mettre, voilà ce qu'on peut faire. Bien sûr. Et puis après, parlons ensuite du côté cool, du script, de quand on tourne ou ça, machin, etc. Là-bas, les talents sont des sortes de marques. Donc, ils veulent étendre leur marque, leur empreinte le plus loin possible. Et l'international, pour eux, ça passe par l'Europe. Ils voient que ça bouillonne, qu'il y a de plus en plus de choses intéressantes en matière de séries, de films. Puis parce qu'ils peuvent les voir à travers les plateformes. Donc tu vois tout aujourd'hui. T'as un film ou une série qui t'a bouleversé récemment ? J'ai pas vu la série La Adolescent. Moi non plus, mais je vais la voir. Je suis pas hyper prêt encore. Non, j'ai vu dernièrement, j'ai vu une série qui s'appelle Sweet Pea avec Ella Purnell. C'est sur Paramount Plus. Et c'est vraiment, c'est un peu, c'est marrant que les thèmes d'ailleurs se rejoignent des plateformes parce que c'est pareil, c'est un peu une jeune femme qui est un peu invisible aux yeux des gens, que tout le monde ignore, qui a eu des traumas à l'école, qui a été harcelée à l'école et qui porte un peu les stigmates de ça et qui... les bullied. Et qui à un moment va se révolter, s'émanciper, mais à travers le meurtre. D'accord. Mais c'est anglais, c'est anglais aussi. Ouais, c'est britannique. Ils font des très bonnes séries les Anglais de toute façon. Il y a cette comédie un peu aussi humour noir qui est, je trouve, géniale. Voilà, c'est un peu là. Les films, moi je regarde beaucoup
J'aime bien, je regarde beaucoup de comédies, mais parce que j'adore Will Ferrell, par exemple. Ok. J'ai regardé son dernier film avec Reese Witherspoon, Ouais. je sais plus comment ça s'appelle. Mais j'adore ce mec, en fait. Tu connais New York Roxbury? Oui. Ah oui. C'est très culte. Non, mais pour moi. C'est à l'ancienne. non, mais j'adore, moi, C'est c'est génial. tous les trucs de même Adam Sandler et tout. Ouais. Je me lasse pas de les regarder, quoi. Je suis pas très. C'est vrai que je regarde pas beaucoup de films français, mais Ouais. beaucoup américains. Ok. Tu vois, mais vraiment, genre, le bon truc entertaining, quoi. Ok, ok. Tu mets ton cerveau sur off. Les T'as le temps d'en pop-corn. voir des films? Tu as le temps d'en voir? Ouais. Ouais. Oui. Ouais. T'en vois en moyenne, t'en vois beaucoup? T'es un féru de... Je vois ce que j'ai envie de voir, quoi. Tu vois, On je avait m'oblige posé, pas. Ouais. Je m'oblige pas à voir un truc parce que tout le monde l'a vu. Ouais. Ou, tu vois, je crois que genre, la série La Squid Game, par exemple, bon, la saison 2, je l'ai vue vraiment sur le tard, quoi. Donc voilà, ouais, c'est un peu... T'aurais un conseil à un talent français qui rêve d'une carrière internationale? Alors, ça dépend, ça dépend de plein de choses aussi. Ouais. Ça dépend déjà du niveau de carrière qu'il a. Mais déjà, il faut de l'argent. Ok. Enfin, si tu veux aller aux États-Unis, on parle d'aller aux États-Unis, d'y vivre un peu pour voir comment est le business, etc. Il faut de l'argent. Ça coûte vraiment extrêmement cher. Même les Américains, pour eux, c'est déjà cher. Ensuite, il faut un visa. Et un visa, ça se paye. Donc, c'est tout un processus. Parce qu'aujourd'hui, il y a des castings, des choses comme ça, qui sont à l'international, où les studios vont prendre en charge les visas de travail, ou les producteurs. Mais souvent, par exemple, si on passe par la case casting, c'est vrai qu'ils vont demander un visa. Donc, c'est possible de faire des visas, mais ça coûte 5 6 000 $. Ah ouais. À c'est faire. Pas rien, hein. C'est beaucoup. Faut les sortir. Ouais. C'est pour ça qu'il faut quand même de l'argent. Et puis après, il faut vivre là-bas. Voilà. Ça coûte aussi. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est pas forcément de viser les États-Unis tout de suite. Canada. Moi, j'ai des... Mais le Canada, c'est intéressant, n'empêche. Il y a plein de trucs. Et moi, j'ai regardé, mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs intéressants. Non, c'est le côté britannique. C'est pas loin, tu peux y aller, tu fais des rendez-vous avec des agents. Il faut payer les 12 pounds maintenant pour rentrer sur le territoire. Ah oui, c'est vrai. Mais il faut même maintenant faut avoir un visa, enfin, faut demander un visa de travail aussi si on veut, le faire. Bon, alors c'est moins compliqué quand même quand on est déjà c'est européen. vrai que c'est une porte d'entrée en fait, qui est beaucoup plus accessible. Oui, c'est plus accessible et puis on a plein de choses. Donc avant d'aller aux États-Unis, il faut déjà peut-être ouvrir un peu la porte sur le côté britannique. C'est un bon conseil, ça. Trouver un agent, c'est un peu nous ce qu'on fait, c'est ce que je fais comme manager, c'est plutôt de trouver aller chercher des agents, par exemple en Angleterre. Enfin, moi, j'ai une cliente, je lui ai trouvé un agent en Angleterre, elle est entre Paris et Londres, elle a son agent en Angleterre avec qui je travaille, on lui fait faire des rendez-vous avec des casting directeurs là-bas. Et puis, il faut s'entraîner, il faut toujours bosser. En tout cas, si on a envie d'aller sur l'international, faut pas hésiter. Ouais. Aujourd'hui, vraiment, si tu parles bien l'anglais, même l'allemand ou l'espagnol, faut y aller. C'est global aujourd'hui. Il n'y a plus de frontières. Donc voilà. Et nous, quand on a préparé ton interview, on s'est posé une question pour to wrap it up. Florent, aujourd'hui, est-ce que tu échangerais ta carrière contre une victoire à Roland-Garros? Non. non, je suis vraiment très, très heureux de... Je rentrerai dans l'histoire quand même. Hein. Oui, mais rien ne dit qu'il ne rentrera dans pas dans le bon sens de l'histoire, parce qu'après, tu as ceux qui perdent. Ah bah non, mais là, c'est une victoire à Roland. Ah oui, la victoire. On parle d'une victoire. Non, je garderai...
Non, je me suis tellement emmerdé à construire déjà ce que j'ai fait depuis 10 ans. Tu vas rentrer dans l'histoire d'une autre façon. Voilà. Bah, on peut pas prendre tout en même temps. Non, on peut pas. C'est pas possible. Faire des choix. Faire des choix. Toi, tu t'as à voir. Il est gourmand. J'ai essayé de tenter, quoi. C'est ça, exactement. C'est comme ça qu'il arrive, tu vois. Ça, c'est une excellente leçon de marketing. C'est bien. Non, mais c'est vrai. On m'avait dit à un moment, parce que j'ai failli être, il y a longtemps, assistant personnel, justement pour Charlize Theron. On avait proposé, et je l'ai jamais fait, parce que je commençais à monter ma boîte et j'étais persuadé, j'ai fait non, je vais arriver et je vais faire je vais avoir ma vision et je vais aller au bout de ma vision. Moi, j'admire beaucoup ça. C'est beau, franchement. Et peut-être que j'aurais été, aujourd'hui, j'aurais été très riche aux États-Unis. Je suis en train de me prélasser dans une villa avec un gros cigare. Mais tu ne serais pas au micro d'Agent Double. Ton paradoxe, c'est que, effectivement, l'argent est important et il faut en avoir et tu veux en avoir. Mais ce n'est pas non plus ton seul guide. On sent que tu as refusé de. En fait, on sent que tu es animé d'une vision. Oui, voilà, que ta vision, très précise. Elle est plus importante que. Ouais. Oui. Mais elle n'est pas incompatible. Parce que je me suis dit, voilà, je vais aller au bout de mes convictions et en même temps, je vais aussi faire de l'argent. Je veux devenir riche, je veux faire de l'argent, mais tout en étant avec mes convictions, avec ma création, ma vision de ce que je veux accomplir, quoi. Après, oui, j'aurais pu aller dans des chemins qui étaient un petit peu plus tracés, faciles, où effectivement j'aurais eu aussi beaucoup d'argent, mais est-ce que est-ce que j'aurais été heureux? Je suis pas sûr. Donc t'as pas de regrets? Non. Mais tu as énormément de persévérance. Ouais, c'est ça. Le regret, non, je les mets, je les laisse sur le côté, quoi. C'est une bonne façon de conclure. Ouais. Agent Florent, mission accomplie. Chef, merci. Merci beaucoup. On était ravis de t'accueillir et c'était hyper intéressant. Moi aussi. Yes. On a adoré cette conversation. Quand vous voulez. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et maintenant, c'est à vous d'entrer en action. Votre mission, si vous l'acceptez, laissez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Abonnez-vous au podcast, à notre chaîne YouTube et à notre compte Instagram pour des contenus exclusifs. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous. Agent Double est un podcast indépendant. S'il vous a plu, et pour qu'on puisse continuer à le développer, vous pouvez nous soutenir en cliquant sur le lien dans le descriptif de l'épisode. On compte sur vous et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro d'Agent Double.